Bonjour et bonne année à toutes et tous. Je suis vraiment désolée de ne pas être à vos côtés aujourd'hui. Cette année, je suis en formation musique professionnelle à Bordeaux, en guitare, et avec mon groupe, nous jouons notre premier concert aujourd'hui, dont la date n'a pas pu être décalée. Je tiens à vous partager mes réflexions au sujet du travail transdisciplinaire ZIFIA auquel j'ai eu la chance de participer. Je viens de terminer mon cursus Sciences Po Paris et Sorbonne Université Pierre et Marie Curie, dans lequel j'ai combiné sciences naturelles et sciences humaines dans un double diplôme, politique de l'environnement et sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat. Si mes études m'ont permis d'appréhender théoriquement une variété de matières, le travail de recherche réalisé sur ZIFIA a été ma vraie première expérience pratique de la transdisciplinarité. Par expérience pratique, je veux dire faire discuter ensemble des acteurs venant d'horizons très diversifiés, réunis autour d'un sujet précis, l'échouage d'une baleine à bec. Cette expérience m'a encore plus convaincue de l'apport de la transdisciplinarité. Elle favorise selon moi l'apparition de propriétés émergentes vraiment intéressantes dans le cadre d'un travail de groupe. La première, c'est le regain de motivation. Un travail transdisciplinaire en faveur d'une cause commune renforce selon moi la motivation de chaque discipline car elle réalise qu'elle n'est pas seule dans son combat. L'existence du groupe vient encourager l'engagement de chacun dans sa pratique sur le long terme. La deuxième propriété, c'est un gain de liberté. Au sein du groupe, chaque individu se retrouve en dehors de la zone de confort de sa discipline, mais aussi de ses contraintes traditionnelles. Cela permet l'ouverture vers des sujets ou questionnements nouveaux. La transgression des limites de chaque discipline crée un espace de réflexion plus libre et plus vaste. Selon moi, la troisième propriété émergente, c'est l'innovation. Le groupe, constitué d'autant de formes de connaissances complémentaires, devient une nouvelle entité, capable de comprendre des problèmes complexes et globaux, mais aussi de produire un savoir plus adapté au fonctionnement de nos sociétés et de la planète, basé sur l'interdépendance. Par exemple, Zifia nous a permis de nous interroger sur la notion de sécurité. Celle-ci ne devrait pas se réduire à la protection militaire d'une population, mais devrait encapsuler la protection des ressources, notamment de la vie marine, qui permettent à cette population de survivre et d'évoluer. Une vision plus systémique révèle que sécurité militaire et protection de l'environnement doivent être connectées. Je souhaite terminer en précisant que, même si j'ai essentiellement parlé de transdisciplinarité et de ses avantages dans la production de savoir, je suis vraiment très heureuse que nous ayons pu aboutir à des résultats concrets, aussi bien avec la publication du papier qu'avec la mise en place de procédures nouvelles pour diminuer l'impact environnemental de certains tests sonores réalisés en mer. Et vraiment, sincèrement, merci à toutes et tous. Je vous souhaite une belle et intéressante soirée et j'espère à très bientôt. On va passer au troisième atelier avec Jean-François que je vais rappeler, avec Cécile à qui je vais demander de venir et Sébastien qui a mis son micro en route. Alors Sébastien que j'ai pas encore présenté, Sébastien Dutreuil qui est de l'université de Aix-Marseille, qui est historien et philosophe des sciences. Il y a une question que j'ai envie de poser à vous trois, en fait, qui est celle que Chloé a ouverte là, en fait. C'est quel est le ressenti, votre expérience de ce travail finalement à 12 paires de mains, et qu'est-ce que vous en retirez les uns et les autres? Ressenti, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'émotions quand on travaille avec beaucoup de gens différents, avec des compétences diverses. Euh, j'ai beaucoup écouté, j'ai fait très attention à ce qui se passait aussi dans l'émotion. Et c'est absolument passionnant de voir des gens extrêmement compétents, par moments s'arrêter et dire non, non, mais là, j'ai un vrai complexe de l'imposteur, ça va pas être possible. Ou Anna qui tout d'un coup dit non mais là faut qu'on avance, hein, on est en retard. Donc chacun en fait, euh, la vie du groupe est extrêmement intéressante et pour moi c'était très très enrichissant d'entendre toutes ces personnalités très très diverses et surtout avec des angoisses, des désirs, des attentes toujours très différentes, beaucoup de colère aussi parfois. Donc en fait, on a tous des contraintes et tous des vies et des modes d'existence différents. Et ça a été vraiment pour moi extrêmement enrichissant. Alors, inter ou trans, je ne vais pas trancher la question. Non, mais... Hein. Je vais commencer par dire que dans les sciences marines, dans la recherche marine,
on est obligé de faire de l'interdisciplinaire pour aborder un projet, un sujet. Pour connaître son intégralité ou faire ce qu'on appelle une étude systémique, il faut qu'on ait différents points de vue, que ce soit celui des physiciens, des biologistes, des géologues. Projet en mer, ça veut dire qu'on va en mer, qu'on va côtoyer des officiers, l'équipage, et c'est des gens qui n'ont pas du tout les mêmes formations que nous. On va travailler le milieu marin, et en particulier au fond, c'est quand même des milieux qui sont très difficiles d'accès. Le GPS passe pas, donc on est obligé de développer des techniques, et les progrès scientifiques sont très dépendants des progrès techniques. Donc on doit tout le temps discuter avec des ingénieurs ou de différentes catégories. Et puis on a aussi beaucoup d'étudiants. Donc on a par naissance, par essence, les campagnes océanographiques, c'est quelque chose d'interdisciplinaire, c'est un vrai travail d'équipe. Donc on a toutes les difficultés qu'on doit avoir quand on travaille avec des gens qui n'ont pas la même culture. Je vais prendre 2 exemples. Alors, ce n'est pas sur les mots techniques des uns et des autres. Là, on sait qu'on ne comprend pas, donc on pose la question. C'est sur des mots sur lesquels les uns et les autres, on a des visions ou des définitions différentes. Je vais prendre l'exemple du temps. Vous parlez à un biologiste qui va dire, bah, moi, le temps long, patati patata. Qu'est-ce que c'est que le temps long pour un biologiste par rapport à un astrophysicien? Moi, je suis géologue, les menhirs de Carnac, pour moi, c'est de l'art moderne. Donc, la notion de dire le temps long, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Si on veut se comprendre, il faut être précis, il faut aller beaucoup plus loin. Il y a même des notions qui vont être comprises complètement en sens inverse. Celle que je préfère, c'est la grande échelle. Les gens qui nous disent ah ben, ce phénomène, c'est un phénomène à grande échelle. Pour la plupart des gens, on comprend phénomène à l'échelle de l'océan qui concerne une grande population. Pour des cartographes, des hydrographes, moi je suis géologue, j'ai fait beaucoup de cartes. Pour moi, la grande échelle, c'est au contraire le détail. Et donc chacun croit comprendre, et en fait on comprend l'opposé. Donc ça, mais ça c'est l'interdisciplinarité. Alors dans ZIFIA, ce qui a été vraiment pour moi nouveau, c'est d'avoir des gens qui n'avaient pas du tout la même logique que moi dans des raisonnements. Et ça a apporté de la force parce que quand on bloquait ou quand on n'était pas d'accord sur les petits détails, ben, il y avait tout le temps quelqu'un qui voyait la chose d'un point de vue complètement différent et nous faisait avancer. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que vous avez entendu Anna, la plupart des études qu'on fait, on le fait avec notre œil d'humain. Et là, on a travaillé en essayant de mettre au centre le point de vue de l'animal. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'assez nouveau. J'ai envie de demander à Sébastien, comment est-ce que tu places ce travail-là et entre autres ce cas pratique qui est de l'interdisciplinarité, mais une interdisciplinarité un peu particulière parce qu'on a des sciences dures et on a des sciences humaines et on a un artiste. Qu'est-ce que ça apporte par rapport aux pratiques habituelles des interdisciplinarités dans le monde des sciences dures ou dans le monde des sciences humaines, par exemple, qui sont des interdisciplinarités plus classiques, mine de rien? Alors, pour répondre à cette question, je vais faire un petit détour avec quelques exemples qui vont prolonger un peu ce que vient de dire Jean-François. Donc moi, je travaille sur les représentations scientifiques de la Terre et la manière dont elles accompagnent des représentations culturelles larges de la nature ou des politiques environnementales. Les sciences du climat et de l'océan qu'on a aujourd'hui qui nous alertent sur les changements globaux, elles ont une origine militaire. Donc, l'océanographie et la climatologie se développent de manière considérable dans les années 40 et 50 et vont donc permettre de documenter les alertes qu'on connaît aujourd'hui. Mais initialement, ce n'est pas pour alerter, c'est pour des impératifs stratégiques et militaires. La météo, ça sert à planifier les vols des avions et l'océanographie physique qui se développe, elle sert à guider les sous-marins et éventuellement à les planquer de l'ennemi. Et ce développement considérable de la météo et de l'océano se fait essentiellement avec un point de vue physique. Alors Jean-François a rappelé le caractère particulièrement interdisciplinaire de l'océano qui vient en grande partie du fait que plusieurs membres sont sur le même lieu physique, sur le même navire. Mais même en océano, il y avait une prééminence de la physique sur la biologie. Il y a une anecdote qui est racontée par une historienne du climat qui dit, qui rapporte les propos d'un océanographe de l'époque qui dit les atmosphériciens donc le météorologue, si vous voulez, sont pas obligés de s'intéresser aux oiseaux. On voit pas pourquoi nous on devrait s'intéresser aux poissons.
Et le cloisonnement est tel dans les années 70 que quand la Navy américaine fait des études de tomographie acoustique, c'est-à-dire études enfin, pour étudier les variations de température de la masse d'eau, ça ne lui vient même pas à l'idée que les mesures elles-mêmes pourraient influencer les cétacés. Un deuxième aspect sur la manière dont la représentation de l'océan a pu changer et peut dépendre des disciplines et des points de vue, etc. Aujourd'hui, on a une conception de l'océan comme un système dynamique, vivant, en interaction avec l'atmosphère ou avec les écosystèmes terrestres. Dans les années 40 et 50, l'océan, c'est essentiellement une poubelle ou un réservoir isolé qui va éventuellement pouvoir stocker les déchets nucléaires qui se développent à grande vitesse, ou qui va pouvoir stocker le CO2 qui résulte des combustions des énergies fossiles. Et donc, pour en venir à cette question de l'interdisciplinarité et de cette expérience dans le cas de Zifia, moi, un peu comme tout le monde, l'interdisciplinarité, j'aime bien. Et j'ai une formation initiale scientifique. Je me suis reconverti en sciences humaines et sociales pour faire de l'histoire et de la philosophie des sciences. Donc, même l'interdisciplinarité sciences, entre guillemets, dures et SHS, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Mais, mais, mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la diversité des expertises, des sensibilités, des compétences des institutions qui sont réunies ce soir et qui ont été réunies pour ce travail-là. C'est la première fois que je le vois avec une telle intensité et surtout un tel huilage des compétences et des points de vue. J'avais vraiment jamais vécu ça comme ça. Souvent, il y en a toujours une ou deux qui restent sur le côté ou qui ont moins de choses à dire parce que redondant avec tel ou tel autre. Et là, j'ai trouvé que le travail a avancé de manière vraiment extrêmement bien articulée et huilée avec tout le monde. Donc, je voulais en profiter pour remercier tout le monde pour cette expérience. Ouais, une question suivante à vous trois, et qui m'aide et nous aide pour la suite. Quel impact ça a pour vous, cette expérience-là, sur, on va dire, la perspective de temps embarqué sur du temps long, avec des équipes aussi dingues, Sébastien vient de le dire aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent intéressantes, au moins un point les uns et les autres, à avoir en tête pour la suite? Il y a déjà une chose qui est essentielle, c'est-à-dire que ça fait une quinzaine d'années qu'on étudie l'intelligence collective, hein, c'est pas très vieux. C'est beaucoup les sciences cognitives qui ont travaillé là-dessus, et maintenant, ces chercheurs-là sont absolument formels, ils savent qu'on est beaucoup moins crétin à plusieurs que tout seul, ça c'est une certitude. Par contre, il y a des conditions nécessaires à l'émergence de cette intelligence collective. Et une des conditions, c'est la diversité des profils. C'est pas la peine d'aligner des cadors, ça sert à rien s'ils sont tous dans le même domaine. Ça émerge à partir du moment où les profils sont brassés, où il y a des gens très différents, et même tu pourras rajouter le cuistot et l'équipage au moment des réunions, parce qu'ils parlent même de brassage social aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la diversité soit très importante. Donc, en effet, ça me semble indispensable d'embarquer des gens très différents. Pour d'autres raisons aussi, on parlait des sciences sociales, c'est qu'en fait, les sciences sociales vont être à la manœuvre dans les modifications de comportement et de la population en grand nombre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut faire bouger les lignes, quand on veut faire changer les gens, c'est sur les sciences sociales qu'on va s'appuyer, sur les sciences humaines, et ces gens-là ont besoin d'avoir une prise directe sur ce qui sort des paillasses des scientifiques. On ne peut pas se contenter, quand on est dans les sciences humaines, de lire de la vulgarisation. On a besoin de voir la science en train de se faire, en train d'avancer, et c'est que comme ça qu'on comprend et qu'on peut ensuite travailler dans les populations en grand nombre, travailler les mentalités et faire avancer les choses. Donc il faut vraiment intégrer les gens en amont. Le temps, moi, je vais être très, très, très rapide. Le temps long en mer, j'ai eu plusieurs expériences de petits bateaux, de gros bateaux. Pour moi, c'est des embarquements qui font 1 mois ou 2 mois en mer, donc c'est quand même déjà des choses importantes. Loin des côtes, en général, on voit pas la terre pendant ce temps-là. Et ça permet d'abord, effectivement, de se rencontrer. Mais même sur des bateaux où on travaille 24 heures sur 24, au bout d'un mois, on s'aperçoit qu'il y a des gens qu'on n'a jamais vus parce qu'on est en quart. Bon, c'est autre chose. Et on retrouve quand même, l'intérêt, c'est qu'on retrouve un rythme, un rythme naturel. On retrouve le jour et la nuit. Dans nos vies de tous les jours, on va au boulot tous les jours à la même heure, on revient tous les jours à la même heure, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Là, on va
mettre des engins à l'eau, on va récupérer, on va travailler avec la nature. Donc, on va retrouver un lien avec la nature qui est très fort. On a du temps pour discuter avec les gens. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous permet de replacer l'homme ou l'humain dans le pays, dans la nature, dans le paysage. Et pour revenir sur le projet comme Esprit de Vélox, avec des séjours, des campagnes qui pourraient durer plusieurs semaines, c'est vrai que travailler sur des écosystèmes comme les mangroves, qui sont un écosystème hyper menacé à la fois par la remontée du niveau marin, par la pression humaine, l'entropie pour faire du bois de chauffage ou pour avoir des terrains agricoles, et rencontrer les populations locales y avoir le temps, pour moi, ça sera une expérience absolument fantastique. J'ai pas de recommandations particulières. J'ai simplement hâte de voir ce que ça va donner, jusqu'à voir ce que ça a donné là sur simplement une rencontre ponctuelle et puis des échanges par email. Être un mois sur un bateau, j'ai seulement eu l'occasion de le faire comme plaisancier. Là, j'ai absolument hâte de le faire comme chercheur et de voir ce que ça va produire. Ouais. Ben, grand merci à vous tous et bravo et merci tout particulier à Sébastien parce qu'il s'est fait une journée un peu incroyable en Zoom toute la journée. Donc bravo et merci à toi et à très très vite pour la suite. Ça Au marche. revoir. Merci tout le monde.